dans ce que vous avez choisi, il y a des choses assez étonnantes. Il y a plus de poésie que de littérature ou d'essais ou d'histoire, parce que le choix était absolument libre. Et bien, c'est pas plus mal. Alors, je signale à nos amis ce soir que la règle de la bibliothèque personnelle a été un petit peu modifiée à la demande de George Steiner, c'est-à-dire qu'en général, comme vous le savez, il y a un comédien ou une comédienne à côté de nous pour lire des textes choisis par l'invité. Et ce soir, le comédien, c'est George Steiner. Tout à fait. Ben oui, ben voilà, hein, il n'y a pas de raison. Je suis responsable de mes passions. Voilà, il faut assumer jusqu'au bout. Vous aimez lire en public? Vous aimez lire? Oui, non, vous pouvez le dire. Oui. Ah oui, vous aimez lire. Ça m'arrive. Ça vous arrive, mais vous lisez vos œuvres Après ou celles des autres? 52 ans d'enseignement, c'est bien ça l'art de l'enseignement. C'est aussi de lire en public? Mais est-ce que vous lisez vos propres œuvres? Parce qu'en France, ça se fait peu. Non, ça c'est une habitude assez française, mais j'aime lire les œuvres des autres, parfois pour montrer à quel point elles sont mauvaises. Ah bon? Oui. Ah, vous allez jusque-là? Ah ben oui, une lecture peut aussi être une critique. Mais la lecture, c'est aussi pour la musique? Non, moins, beaucoup moins. Mais quelqu'un qui aime la poésie, il y a deux conditions préalables que néglige terriblement notre pauvre anticulture. D'abord, on apprend par cœur. Ce qu'on aime, on l'apprend par cœur. C'est dire merci au grand texte. Et ça veut dire personne ne peut me l'arracher. Ni la censure, ni la police, ni l'ennui, je l'ai en moi. Et ça grandit en moi. Et deuxièmement, on lit à haute voix. Songez qu'à l'époque victorienne, en Angleterre, les parents lisaient la grande littérature à leurs enfants le soir. Et certainement les mères lisaient les classiques aux enfants. Parce qu'il y a tant de textes qui sont des textes pour être entendus. Beaucoup moins pour l'œil que pour l'oreille. Vous pensez toujours que la poésie est la musique de la pensée? Absolument, et j'en suis convaincu. Ce qui est beaucoup plus difficile, l'épreuve vraiment difficile, c'est d'apprendre la bonne prose par cœur. Ça, c'est très difficile. Quelle différence? Il n'y a pas la cadence, il n'y a pas la rime, il n'y a pas la structure, si vous voulez, interne, car il est très possible qu'il y ait des pulsions neurophysiologiques qui répondent à la musique et au vers. Il y a aussi, Dieu sait, des cadences dans la prose, et comment? Mais elles sont plus masquées. Elles sont plus difficiles à dégager. Et donc, de temps à autre, on essaye, et nous verrons un très beau moment de prose plus tard ce soir, mais il est évident que c'est le vers qui chante en nous. On va commencer par José María de Heredia, un poème intitulé Les Conquérants, qui fait partie des trophées, bien sûr, des recueils de sonnets. C'était une très mauvaise année en 1938. Mes parents à Paris savaient exactement ce qui se préparait. Exactement. 40 n'a été aucune surprise pour nous. Alors c'était très grave déjà. Et on se promenait sur les quais et il y avait, vous le savez, dans les boîtes des volumes à quelques sous quasiment. Il y avait toute la bibliothèque Nelson, par exemple. On pouvait avoir tout Dumas. Et je vois ce volume assez déchiré, je l'ai encore, les trophées. Je ne suis pas sûr que j'ai compris le mot trophée, mais le mot était très beau, le nom Heredia. Mon père m'a offert ça, c'était pour quelques sous, j'ouvre. Vous aviez quel âge? 8 ans, 7 ans et demi peut-être à ce moment-là. Et je vois ce poème, Les Conquérants, et c'est un poème qui reste pour moi essentiel, quoique M. Heredia, Dieu sait, n'est plus à la page. Il est à peine évoqué, l'on s'en moque un peu. C'est le mauvais Parnasse. Au fait, était un superbe poète et quelqu'un qui a maîtrisé le sonnet en lui donnant une immense ampleur. Et je me permets de citer une lettre de Mallarmé, c'est quelqu'un, du 23 février 1800,
1993, il a sorti le sonnet du bibelot pour en faire l'expression définitive, plénière et suprême de la poésie, grâce à son raccourci qui lie entre eux sous un même regard les si rares traits magiques, seulement épars en les plus beaux poèmes. Et je voudrais dire, c'est aussi la forme du sonnet de Shakespeare, le mystère de 14 vers qui s'ouvre sur un monde. Comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de Palos, de Moguer, routiers et capitaines, partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alizés inclinant leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré, où penchés à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Beaucoup d'années plus tard, j'ai appris que cette immense dernière image est un emprunt à un sonnet de Keats sur les conquérants, sur Cortés et ses successeurs qui voient monter les étoiles nouvelles, les premiers Européens à voir la croix du Sud monter de la mer. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Les très petits gens empruntent, les grands écrivains volent. C'est une distinction très importante et ça ne fait rien. C'est Keats qui chante là-dedans et pourquoi pas. Mais je crois, j'espère que ce n'est pas être prétentieux, j'espère que j'ai compris comme enfant que le vol de Gerfaux, c'était le poème lui-même. Et ça a tout changé pour moi. Il ne s'agit pas d'une description, d'une image, d'une métaphore, mesdames et messieurs, mais le poème est en vol. Le poème est l'acte, que l'acte du poème est l'acte de ce qu'il décrit, c'est la même chose. Et que dans toute littérature réussie, elle est en mouvement. Et ça, Bonnefoy le sait mieux que tout le monde aujourd'hui, mais il y a bien d'autres aussi. Et ce vol pour trouver l'azur phosphorescent de la mer des tropiques, j'avais l'impression que maintenant je commence à comprendre. Alors ce poème reste pour moi une très grande chose, une très belle chose, et je ne puis que vous dire, il y en a d'autres dans les trophées, il y a beaucoup de belles choses. En tout cas, c'est vrai que vous lisez bien. Il est lié bien sûr aussi à la nostalgie de l'enfance. C'est un poème que tous les enfants français ont lu. Est-ce que pour vous, il est lié également au souvenir de votre père ? Ce n'était pas son style du tout. Mon père m'enseignait le grec et le latin dès le début. Et nous viendrons à un texte plus tard. Mon père, qui est d'origine tchèque, ma mère était une grande dame viennoise, ce qui est toute une mythologie, une grande dame viennoise, c'était une merveilleuse création de fin de siècle. C'était plutôt le monde de Goethe, de Schiller, de Heine, bien sûr. Et avant tout Shakespeare, qui occupait la maison. C'est ce culte shakespearien de l'Europe centrale, de la fin du 19e, du début du 20e. Mon père avait vu au Burgtheater des régies de Shakespeare comme on n'en montrait pas à Londres, beaucoup plus fortes, beaucoup plus authentiques. Songez, la première fois que le texte du roi Lear, le vrai texte, avec l'horreur de la faim, est présenté en Angleterre 1843. Avant ça, on présente une version amadouée où la bonne Cordélie survit et épouse son bien-aimé. Et c'est au Burgtheater à Vienne, c'est à Berlin, à Hambourg, qu'on joue le Shakespeare, le vrai Shakespeare, et magnifiquement. Alors ça allait plutôt de ce côté-là. Le côté français,
je l'ai découvert un peu moi-même, un peu. En tout cas, c'est bien d'honorer José Maria de Heredia, parce que sinon personne n'en parlerait. Et puis c'est bien de le faire ici, puisque je rappelle qu'il y a à la BNF un fonds Heredia très important, puisque vous savez qu'il était administrateur de la bibliothèque de l'Arsenal. Donc on ne va pas en dire du mal, surtout pas ici. On va poursuivre. Par quel texte, à votre avis? Le prochain. Oui, par le prochain. Oui. Ah, effectivement, oui. Vous me faites penser à quelqu'un qui ont demandé pourquoi vous habitez ce quartier et qui répond parce que c'est plus près de chez moi. Oui, par le prochain. Mais c'est lequel le prochain? Parce que je n'ai pas le même ordre que vous. Le prochain, disons que c'est... René Char. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tandis que certains messieurs et dames éminentissipes qu'on célèbre maintenant sur toutes les tours ici, étaient à Paris en train d'expliquer, je cite une des célèbres lettres au castor de M. Sartre, « As-tu remarqué combien d'emmerdeurs disparaissent de Paris ?» Il y avait René Char qui se battait, la mitraille à la main, dans un danger terrible, parce que c'était dans le Luberon, ils étaient traqués par la milice et par la Waffen-SS. Char était énorme, visible, il paraît, comme un arbre à l'horizon. Alors, toujours en danger, et pendant tous ces moments, toutes ces années de résistance à outrance, il écrit ce qui est pour moi le plus beau livre qu'il ait sur la résistance, Les feuillets d'hypnose, que Camus a fait publier immédiatement à la Libération. Poétique, prose poétique, ça décrit mal. C'est une sorte de monologue de vérité absolue, de tristesse, de doute, de jour en jour. La mort s'approchait, et ce n'est pas un accident que les feuillets d'hypnose trouveront comme traducteur, nous y reviendrons, Paul Celan. Bien sûr, c'était le traducteur qu'il fallait. Et j'ai choisi un tout petit morceau, 138, son numéroté, difficile à lire parce que c'est d'une telle force et tristesse. Horrible journée. J'ai assisté, distant de quelques 100 mètres, à l'exécution de B. C'était son meilleur ami. Je n'avais qu'à presser la détente du fusil mitrailleur et il pouvait être sauvé. Nous étions sur les hauteurs dominant Céreste, des armes à faire craquer les buissons et au moins égaux en nombre aux SS. Eux, ignorant que nous étions là, aux yeux qui imploraient partout autour de moi le signal d'ouvrir le feu, j'ai répondu non de la tête. Le soleil de juin glissait un froid polaire dans mes os. Il est tombé, comme s'il ne distinguait pas ses bourreaux, et si léger, il m'a semblé que le moindre souffle de vent eût dû le soulever de terre. Je n'ai pas donné le signal parce que ce village devait être épargné à tout prix. Qu'est-ce qu'un village? Un village pareil à un autre. Peut-être l'a-t-il su, lui, à cet ultime instant. Songez, on est sur les hauteurs, on peut sauver le meilleur ami, mais ça serait effectivement là où ils ont pu descendre de la Waffen-SS, le village était brûlé totalement quelques jours plus tard. Et René Char a dû apprendre ce métier terrible du chef, il l'appelle le métier du chef, assumer cette responsabilité pour la mort d'un des leurs, des plus fidèles, décidé à l'instant. Je crois que tout Char est là-dedans parce que on sent ce soleil de juin
si froid. On sent le moindre souffle du vent. Et la question, un village, pareil à un autre. J'ai vu cette crête, on peut y aller à pied, à Céreste. Rien n'a changé. Les toits du village sont en bas, la place du village où la SS avait torturé l'ami et allait l'abattre. Merveilleusement, rien n'a changé. Et c'est très difficile à expliquer pourquoi ce texte, qui est dédicacé à Albert Camus, me secoue tellement, c'est que presque tout a changé. On oublie tout maintenant. Nous habitons vraiment dans un climat d'une veulerie et d'une corruption quasi inimaginable. Ça n'a pas changé. Ce moment reste pour toujours. C'est ça que le grand poète peut faire. Le grand poète dit au temps, comme a dit Goethe dans Faust, verweile doch, arrête-toi. Et le grand poète, le temps, lui obéit. Le grand poète, c'est le seul qui soit Josué, qui peut se dire au soleil, arrête-toi. Et si un jour vous êtes dans cette région, dans le silence de cette région, il y a des silences. Dans le Luberon et dans le Midi, il y a des silences comme pas d'autres silences. Vous verrez, rien n'a changé. C'est un très grand texte. Alors je sais, Georges Steiner, que rien n'est plus faux que l'exactitude. C'est vous qui le dites dans ce livre, une certaine idée de l'Europe. Mais moi, ce poème m'a beaucoup intrigué. Que vous l'ayez choisi, ça m'a intéressé et intrigué. Et donc j'ai enquêté un peu dessus pour savoir exactement ce qui était derrière et qui n'enlève rien à la beauté du texte. Alors, ce sont des petits correctifs. Ce n'est pas exactement son meilleur ami, et c'est ça qui est intéressant. C'était un jeune poète de 20 ans, qui s'appelait Roger Bernard, qui avait publié déjà deux plaquettes de poèmes par les soins de René Char, qui était plus âgé que lui, qui avait plutôt de 35-40 ans. Et Roger Bernard avait 20 ans, et la culpabilité de Char vient du fait qu'il savait que ce ne serait pas un soldat trop frêle, pas assez aguerri, pas assez expérimenté, et ce garçon avait décidé d'aller porter un message. Et il a porté un message, et en fait, il s'est jeté dans les bras des SS parce qu'il était sur la route, une patrouille. Ils ont ouvert son sac, il y avait un pistolet, ça s'est passé très vite. Et le pire, c'est que Charles l'a vu depuis la montagne. Ils l'ont mis dans le talus, une balle dans la tête, et c'était terminé. Et c'est Charles qui a été dire à sa veuve, qui était enceinte, votre mari a été tué, et à son père, annoncer qu'il a été tué. Et par la suite, nous sommes là le 22 juin 1944. 22 juin 1944, donc après le débarquement. Et par la suite, Céreste, à la Libération, a voulu se venger de tout ça, vis-à-vis des Allemands et vis-à-vis des collabos. Il y en avait. Char a été tout de suite à Céreste pour épargner au village l'horreur d'une épuration sauvage. Mais il a eu horreur de l'épuration. Oui. C'est opposé totalement. Ceux qui étaient pour l'épuration, c'était principalement ceux qui avaient été à Paris, sans danger. Non, c'est un paradoxe. Vous pensez à Aragon? Je ne dis rien. D'ailleurs, je ne pense jamais à Aragon. Ah bon? C'est un luxe. C'est un luxe que je me permets. Est-ce qu'on peut... Nous sommes entre amis discrets. Oui, très discret. On a le droit à une anecdote un peu risquée. Beaucoup plus qu'une. Non, une peu. Monsieur Gallimard, senior, téléphone à Charles, l'histoire est totalement vraie. René, dîner à l'ambassade de Suède, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est d'habitude le premier pas. Non, tu dois venir. Charles détestait la mondanité, mais à un point, bon, il arrive, magnifique table, l'ambassadeur, et ça tout semble aller très bien. Monsieur Gallimard était aux anges, n'est-ce pas? Charles sort de la salle, on présume qu'il est allé aux toilettes, c'est rien de plus simple, de plus naturel. Après 20 minutes, on s'inquiète. Est-ce que M. Char aurait eu un malaise? Ça peut arriver. Dans le bureau de l'ambassadeur, sur le magnifique tapis, avec la standardiste éblouissante, une jeune femme, il paraît magnifique, une jeune Sédoise, Char. Le dîner, collapse total, plus de dîner, on s'excuse.
Et l'histoire est totalement vraie. Et dans la rue, Gallimard dit à Charles, « Est-ce que tu ne te rends pas compte? Ça t'a valu le Nobel. Mais ça valait le coup. » Pour Charles, le Nobel, vraiment, ce n'était pas du tout ce qui lui faisait envie. C'était un homme d'une pièce, c'était un homme uni. À propos, ce soir, vous dînez bien à l'ambassade de Suède? Ah, je ne voulais pas que vous le disiez. Alors, non, en tout cas, je suis très content que vous ayez fait ce choix des cahiers d'hypnose parce que c'est vraiment un recueil magnifique. On aurait pu prendre n'importe quel de ces poèmes, n'importe quelle page, et ça aurait eu la même puissance. Oui. Hein, la même puissance. Et est-ce que vous savez ce que regardait, parce que vous vous intéressez à René Char, pendant toute la période où il était capitaine Alexandre, chef du maquis, Oui. ce qu'il avait mis dans sa grotte bureau, enfin dans le maquis, comme reproduction de tableau, il y avait un seul tableau, en tout petit, c'était Job raillé par sa femme de Georges de la Tour. Je ne savais. Mais ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, ça s'appelait Le Prisonnier. Il adorait la Tour. Oui. Il y a eu beaucoup de textes sur la Tour. Alors maintenant, on va poursuivre. Oui, Avec l'autre bord. L'autre bord, il ne faut pas se fâcher. L'autre bord. Ah, je vois. Ceux qui ont été à Saint-Germain-en-Laye, dans sa petite maison où il n'y avait plus place pour un lit ni pour une table parce qu'il y avait tellement de livres, ceux qui ont entendu Pierre Boutan préparer un texte grec pour ses petits-enfants, il leur enseignait le grec, à la fois dans l'Évangile et dans les grands poètes grecs. Il avait un grec magnifique. Ouais. C'est l'autre Boutan. C'était un homme dont les opinions politiques, on reviendra à tout ce problème, étaient parfois d'une stupidité inénarrable. C'était un royaliste, vraiment, je peux se demander, et un homme d'une intelligence transcendante en même temps. C'est très compliqué à comprendre. Qui aimait la poésie, mais qui aimait la poésie comme la vie même. Il y avait Dieu et la poésie, et les deux se confondaient pour cet homme. Et on s'est rencontrés, on a fait la télévision ensemble, ça s'appelait Abraham et Antigone, et ça a été un moment très spécial. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, on est devenus très proches. Il savait très bien ce que je pensais de sa politique, moi je savais très bien ce qu'il pensait de mon ethnie, pas de mensonge, mais un géant. Et comme beaucoup de soi-disant intellectuels, je soupçonne que je n'ai aucun courage physique, j'en suis presque certain, que je suis un trouillard total. Boutan ne connaissait pas la peur. Ça, ce n'est pas une métaphore, ni une mauvaise... Le mot peur n'existait pas. Il distribuait comme jeune normalien, près de la rue d'Ulm, les tracts pour les camelots du roi, et il y a là tout près un passage sans issue. Une vingtaine de jeunes communistes bloquent le passage pour se ruer sur lui. C'est Philippe Ariès qui a été témoin, qui raconte l'histoire. Il donne une sorte de cri, il avait 18 ans, 19 ans, 20 ans, cri de guerre, et se jette sur les vins, qui l'ont rossé presque jusqu'à la mort. Ça ne l'impressionnait pas du tout. Il m'a toujours dit, ah, quand j'ai crié ça, c'était magnifique ce moment. Exactement comme les grands guerriers homériques, avec leurs cris avant d'entrer dans la mêlée. Ils comprenaient Homère comme personne d'autre. Et j'ai choisi, il a fait une traduction du banquet de Platon pour les belles lettres, une très belle traduction. Il vivait ce texte, il le chantait pour ainsi dire, il connaissait par cœur des pages entières. Et la situation à la fin, on a bu tout le monde, et
presque ivre-mort, Socrate, parfaitement sobre, qui a bu plus que tous les autres, mais parfaitement sobre, dit au poète tragique Agathon de se mettre à un côté de lui et Aristophane de se mettre de l'autre côté. Les deux arrivent en chavirant, tombent sur les lits pour se mettre à côté du maître. Et Socrate continue à parler. Aristodème avouait ne pas s'en souvenir. Le débit lui en avait échappé puisqu'il était endormi. Il ne faut jamais dire que Platon n'a pas d'humour, il en a. Mais point capital, Socrate les avait contraints à admettre que c'est l'affaire d'un même homme que de savoir composer la comédie et la tragédie, et que le même art s'applique à l'une et l'autre. Après l'avoir accordé sans bien suivre le raisonnement, il somnolait déjà. Aristophane fut le premier à s'endormir, puis quand il fait tout à fait jour, Agathon. Alors Socrate, qui les avait ainsi amenés au port, se leva et sortit. Il se rendit au lycée, prit un bain et passa le reste du jour à ses activités ordinaires, après quoi, vers le soir, il rentra se reposer chez lui. Il nous manque cette preuve dialectique de l'unicité de la comédie et de la tragédie. Nous ne l'aurons jamais. Ces deux messieurs nous ont fait rater un des grands moments, peut-être, de la pensée humaine. Ils étaient ivres, ils s'endormaient. Parfois, un très grand pas dans la pensée dépend d'un instant de malchance, et quand on le perd, il est perdu. Mais il y a 3 ou 4 moments dans la littérature, dans la musique, dans l'histoire, qui nous permettent à comprendre ce que cette preuve a dû être. Il s'agit de bien plus que de cette forme hybride qu'on appelle la tragicomédie. Il s'agit d'une ultime équivalence entre le tragique et le comique. Et les œuvres qui l'ont incarnent sont rares, mais elles sont parmi les sommets de l'humanité. Ce qu'il y a, croyez-moi, de peut-être le plus miraculeux dans Shakespeare, c'est le clown festé dans La Nuit des Rois, mystère des mystères. Chaque vers de festé est une plaisanterie souriante et elle brise le cœur humain. Aucune façon d'expliquer ni d'analyser ça. Toute La Nuit des Rois, qui reste entre la souffrance extrême et la comédie la plus riante. Et la dernière chanson du clown, merveilleusement traduite par Bonnefoy, Hey, and only know, and the rain it raineth every day. Et on ne tient plus aux larmes, et néanmoins c'est une chanson d'enfant, c'est aussi une chanson joyeuse, et c'est la plus triste des chansons. Alors La Nuit des Rois nous montre peut-être ce que Socrate avait prévu. La fin de la Così fan tutte de Mozart. Beethoven refusait d'écouter cette musique, c'est très important ça. Il n'en pouvait pas. Beethoven avait parfaitement deviné que les deux femmes ont reconnu les déguisements puérils des deux amants, que donc elles entrent dans des mariages d'une indicible fausseté, et qu'en même temps c'est de la très haute comédie, Così fan tutte. Les pièces de Tchekhov, qui échappent à toute catégorisation, il n'y a pas d'étiquette. Et finalement, la scène où Kafka lit à ses amis les plus intimes, à sa fiancée Felicie Bauer, à Max Brod, pour la première fois, la métamorphose. Après quelques instants, les amis, les larmes d'horreur, et Kafka est doublé de rire. Il les regarde et dit, mais est-ce que ce n'est pas hilarant au possible?
La métamorphose hilarant au possible. Unausdrücklich lustig, hilarant au possible. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, n'est-ce pas? La métamorphose qui contient le mot qui va devenir le mot des camps de la mort, la vermine, das Ungeziefer, c'est le mot nazi, c'est le mot des tortionnaires. Et Kafka était convaincu que c'était une farce merveilleuse. Est-ce qu'il s'est trompé? Je ne sais pas. Socrate aurait compris. Mais la dialectique de ce moment, hélas, le vin avait été trop riche, nous ne l'aurons jamais. Et la traduction de Boutan est très belle, elle trouve, je crois, exactement le rythme qu'il faut. Quand on vous écoute, Georges Steiner, on se demande si vous n'avez pas un jour décidé d'élever la digression au rang des beaux-arts. Oh, est-ce que vous pouvez préciser un peu votre doute? Vous savez très bien ce que je veux dire. Non, mais c'est ça qui est bien avec vous. D'autant plus qu'à l'oral comme à l'écrit, on retrouve cette pensée en escalier qui vous fait revenir, in fine, de toute manière, à la traduction du banquet par Boutang. Oui. À propos, pourquoi cette traduction-ci et pas une autre? Parce que l'homme était très très précieux, parce que quand j'ai fait mon cours au Collège de France, et j'ai insisté qu'il soit de mes invités, il y avait 3 ou 4 illustres personnages, je ne les nommerai pas, qui ont refusé de lui serrer la main, dont 2 avaient été des staliniens ultra, jusqu'au dernier moment. Alors ça, non merci. Un gentleman ne fait pas ça. Non. Même devant un adversaire. Et Boutan avait un sens superbe de l'adversaire. Songez, je crois que je cite exactement Oscar Wilde, juger un homme par ses ennemis. Alors, on aurait pu... Non, c'est donc un souvenir très personnel et il m'a offert l'exemplaire du banquet. Vous l'avez intimement fréquenté. Boutang est né intellectuellement maurassien, il est mort maurassien. Oui, oui. C'est affreux, mais je préfère ça à ceux qui ont essayé de nier leur stalinisme. La France en est plein. C'est une spécialité des intellectuels français, ou de nier leur fascisme. Et quand je vois dans les devantures de mon propre éditeur, un de mes 2 éditeurs de chez Gallimard, les œuvres complètes, non, le mentionne un certain ambassadeur, vous savez de qui je parle? De Paul Morand? Oui. Ça vous gêne? Mais il y a des pages de Paul Morand sur ce qu'il faut faire aux Juifs. Et jamais Boutan avait une élégance énorme. Jamais. C'est-à-dire que vous êtes mal tombé en ce moment parce que, justement, vous êtes arrivé au moment où Gallimard publie cette semaine le premier volume des romans de Paul Morand dans la Pléiade, et dedans, il y a François Douce. Oui, merci bien. Et oui, c'est ça qui est... Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Hélas, qui n'entre pas dans la Pléiade, ça c'est un autre problème. Oui, ça on peut en parler aussi. Oui. Ça vous choque. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que tout à l'heure, après René Char, vous avez dit maintenant... De l'autre bord. De l'autre bord, moi je pensais à Ezra Pound. Ah, il viendra encore. Il viendra. Je ne pensais pas à Platon. On m'accuse d'être trop souvent séduit par la magie d'une certaine droite. La droite écrit beaucoup mieux. Paul Morand aussi? Il écrit parfois très bien. C'est une des injustices kafkaïennes de Dieu. Dieu semble donner le talent à la droite. Mais ça, c'est... On voudrait que ce ne soit pas le cas. N'empêche qu'entre les 2 guerres, c'est le cas. Mais comment? Vous aimez Monterland? Non. Toujours? La fin du maître de Santiago. Quand le maître enveloppe sa fille dans le grand manteau blanc, doucement elle tombait la neige froide qui tombait sur nous comme le linceul. Quand on sent venir l'adieu qui va nous unir. Mais écoutez, ça c'est Monterland. Oui, Georges Steiner, mais enfin, je repense à ce que vous disiez sur Paul Morand, pourquoi pas? Ça vous a offusqué. Et pourtant, vous êtes le même homme qui avait pris la défense de Lucien Rebatté, celui des 2 étendards. Ce qui ne fait pas oublier celui des décombres. J'ai su que vous me poserez la question. Alors vous avez préparé la réponse. J'avais espéré
que vous trouveriez quelque chose de plus original. Oh non, 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 vous ne pouvez pas vous échapper comme ça. Non, non, je n'échappe pas, monsieur. Alors, la fuite n'est pas de mon fort. Pas du tout. Un jour, je vois dans un article de Camus la mention d'un roman qu'il dit être œuvre de pur génie. La phrase est exacte, de pur génie. J'avais jamais entendu parler des Deux Étendards. Très difficile à trouver. Il y avait un libraire très suspect, derrière Saint-Sulpice, où on trouvait toute l'action française, je suis partout, bon, et des très beaux livres aussi. Il me vend la première édition, il n'y en avait pas d'autres. Des Deux Étendards, je lis ça, et je savais, dès la première page, que c'était une œuvre de génie, et que la création de la jeune femme, Anne, se compare absolument avec Tolstoï, que c'est un livre trop long, trop didactique, tout ce que vous voulez, mais avec des parties époustouflantes d'amour, d'humanité, et pas un mot dans 2 volumes comme ça de cruauté inhumaine. Puis j'apprends qu'effectivement c'est un tueur, c'est le dernier des salauds, c'est un vrai tueur, Rebatel. Et M. Paul Flamand, ceux parmi vous qui sont de mon âge, c'était le magnifique directeur du Seuil et un homme d'une intérêt merveilleuse. Mon premier échange à la radio en France, j'étais très très jeune, et il me demande est-ce qu'il y a des romans français importants. J'ai dit il n'y en a que 2. Il y a Le Tournier, Le Roi des Aunes, et il y a Les Deux Étendards. Nous sortons du studio et Paul Flamand tremblait visiblement, tremblait physiquement, et me dit vous êtes fini en France. Il n'y a rien que je puisse faire pour vous, rien. Le Seuil ne peut rien, on ne mentionne pas ce nom. J'ai dit même si vous me l'aviez dit, je l'aurais mentionné. Je regrette, c'est un des plus grands romans. Je reçois sous 3 enveloppes, fausses enveloppes, une lettre, monsieur, je n'ai changé en rien, ni mes opinions, ni mes attitudes, mais j'aime entre toutes choses le courage. Et j'ai l'impression que nous partageons ce vice. Si vous voulez prendre contact avec moi, il y a un moyen. Signé Lucien Rebatel. Le moyen, c'était de se trouver dans un petit hôtel à Paris, où 2 barbouzes sont venus me chercher dans une voiture, pour aller vers Pontoise, tard le soir, dans la nuit. La porte était une porte verrouillée, avec des chaînes, des cadenas, et 2 immenses bergers allemands. J'adore les chiens, c'est ma passion. Alors je leur ai parlé en allemand, et ils ont compris. Et là était ce petit, le pire des pires. Il avait écrit ces chapitres-là avec les chaînes aux pieds, en prison, attendant d'être fusillé. L'attente était de, je crois, 400 journées, avant que sa sentence ait été faite, une sentence à perpétuité, de travaux forcés. Et les gardiens de la prison avaient fait sortir les brouillons et puis les papiers de toilette, Kleenex, tout ça, du roman. Et c'est Camus qui l'a lu, il l'a fait publier tout de suite par Gallimard. Et toute ma vie, je n'arrive pas à comprendre comment un homme, le pire des pires, peut créer une œuvre d'amour. On y reviendra avec Paul. Comment est-ce possible? J'ai écrit depuis mon premier livre, c'est l'obsession maladive. Le soir, les gardiens des camps à Belsen, à Mauthausen, à Auschwitz, chantaient du Schubert, c'est documenté, avec leurs enfants, lisaient les éditions de Rilke et de Schiller, il y avait des éditions spéciales, vous le savez, pour l'armée allemande, et torturaient le matin au petit déjeuner. Je ne comprends pas. Et personne ne m'a expliqué, personne. Et quand je demande à la déconstruction, au lacanisme, rien, zéro. Pas une tentative de comprendre quel est le grand mystère de l'âme humaine. Köstler, qui avait eu 120 journées
en attendant d'être fusillé à Malaga, m'a dit il est persuadé qu'il y a un dédoublement du cerveau humain, la partie archaïque qui est sadique, inhumaine, animale, bestiale, une petite partie du front qui serait le commencement de l'évolution vers l'éthique. Mais c'est la blague. La physiologie ne voit aucune trace d'une telle théorie. Mais lui avait trouvé ça pour se répondre à lui-même. Il se posait la question aussi. Et, chacun essaye de se poser ou de ne pas poser la question. Pour moi, elle est capitale. Si vraiment on peut jouer au bord de la fosse des fours à gaz, on a joué les partitas de Bach et de la musique de Mozart, tout ça est documenté. Alors, permettez-moi cette remarque d'une bêtise totale. Pourquoi est-ce que la musique n'a pas dit non? C'est la seule façon, par une remarque aussi bête, que j'arrive à me poser la question, à vivre avec cette question. Elle continue, nous le verrons, à m'obséder totalement, et je vais mourir bientôt, j'ai 77e année, sans savoir, et personne ne me donne une réponse qui cloche, sauf, si l'on veut, certains scientifiques qui disent c'est la catastrophe même des humanités, des arts. Chez nous, il y a la vérité. J'y crois pas à cette histoire, mais il est vrai qu'on a beaucoup de bonnes chances si on fait des sciences, d'un certain côté. Mais dans notre monde des humanités, quel orgueil ce mot humanité, merci bien. Literae humaniores, ça s'appelle sur les portes d'Oxford et de Cambridge. Literae humaniores, eh bien merci. Lorsque Walter Gieseking a joué, on dit c'était la performance des performances, le cycle des images de Debussy, dans la grande salle de concert de Munich, étaient en gare les trains avec les voitures scellées qui allaient dans la banlieue de Munich. On peut le faire à pied de Dachau. Les gens mouraient de soif et criaient dans les wagons. A-t-il entendu, n'a-t-il pas entendu? Le public était en délire devant ce grand artiste. La musique n'a pas dit non. Le tableau ne dit pas non. La poésie ne dit pas non. Et je vous demande pardon, pour moi ça reste la question des questions. Et elle va remonter à la surface dans les textes qu'on va encore regarder ensemble. Il n'y a pas depuis Hölderlin de plus grand poète que Paul Celan, ça on est d'accord. Paul Celan se traduit lui-même, si vous voulez, en allemand. Paul Celan parle qu'il y aura un jour un langage au nord de l'avenir, im Norden der Zukunft, dans lequel l'humanité pourra peut-être réparer la Shoah. Et pas seulement la Shoah, toute l'histoire de l'Europe trempée dans le sang. Mais que pour l'instant, il essaye de trouver une langue. Ses parents ont été massacrés par ceux qui parlent l'allemand, et il sait qu'il est le plus grand poète de la langue allemande depuis Hölderlin. Mais il ne faut pas s'étonner de sa folie ni de son suicide à Paris. Là, note liminaire, parce que ça vous dira que toute poésie se tient. Il va sur le pont, sur la Seine, le pont qui est celui du grand poème d'Apollinaire, qu'il a traduit, qu'il aime plus que tout, sur la Seine, sous la fenêtre de la chambre de la dernière nuit de Tsvetaïeva, qui va prendre le train pour entrer en Russie, sachant parfaitement ce que ça veut dire, qu'elle allait être torturée presque à mort. Alors Celan, ayant traduit les deux, Apollinaire et Tsvetaïeva, on dit en mathématiques une triangulation sur le deuxième pilier du pont
où il entre dans la Seine trouver la mort. Le pont Mirabeau. Pardon? Le pont Mirabeau. Oui, oui. Le pont Mirabeau d'Apollinaire et de Tsvetaeva. Mais il avait connu un bref moment de bonheur. C'est l'âne et le bonheur, ça va mal ensemble. Mais il l'avait connu. Il l'avait connu en rencontrant une jeune femme pendant un voyage à Jérusalem. Il a écrit une petite dizaine de poèmes d'amour qui sont parmi les grands poèmes d'amour de toute littérature mondiale, c'est la banalité de le dire, et qui sont uniques dans son œuvre. Parce qu'il y affleure une respiration, il ose respirer. Son premier livre, juste après qu'il sort des camps lui-même, Atemwende, intraduisible, c'est là où la respiration manque et tourne. On essaie de contourner, est-ce qu'on peut vivre sans respirer? C'est la question de Celan. C'est vraiment impossible à traduire, vous me permettez, c'est très court, j'essaye de le lire. Ce sont les pôles comme pôle sud et pôle nord, 10 pôles. Mais c'est aussi des Polonais, pas besoin de le dire. Die Pole sind in uns unübersteigbar im Wachen. Wir schlafen hinüber vors Tor des Erbarmens. Ich verliere dich an dich. Das ist mein Schneetrost. Sag, dass Jerusalem ist. Sag, als wär ich dieses dein Weiß, als wärst du meins, als könnten wir ohne uns wir sein. Ich blättrig da ich auf für immer. Du betest, du bettest uns frei. Totalement intraduisible et néanmoins totalement clair. C'est ça le miracle. Les pôles en nous sont infranchissables. Dans l'éveil, nous dormons jusque sur le seuil de la pitié, mais Erbarmen, oui, c'est la pitié, mais ça a aussi le mot des bras, Armen, dedans. Déjà, ce sont les bras de l'amante. Ich verliere dich an dich. Je te perds, la traduction française, c'est en toi que je te perds. Non, ça ne marche pas du tout. Je te rends toi à toi, et c'est une totale perte pour moi. Je te redonne toi à toi. Dante aurait trouvé la traduction qu'il faut, parce que c'est presque la Vita Nuova de Dante, la Beatrice. Je te rends à toi, toi. Dis-moi que Jérusalem existe. Le est beaucoup trop faible. Das Jerusalem ist. C'est le ictus du vers, que Jérusalem existe. Miracle des miracles, miracle total après la Shoah, Jérusalem existe. Dis-le comme si j'étais ta blancheur. Et dans les autres poèmes d'amour, la blancheur, c'est bien sûr le corps de l'aimé, sont les murs, c'est le soleil de Jérusalem, comme si tu étais la mienne, comme si sans nous, nous pouvions être nous. Puis cette chose fantastique, je t'ouvre en te feuilletant. Bon, les érudits nous diront que l'image d'ouvrir la femme en la dépliant, en la feuilletant, remonte au baroque. C'est une image baroque, la femme comme livre. On la feuillette. Dans les camps de la mort, où on n'avait pas le droit, bien sûr, d'avoir un livre, il y avait des kabbalistes, des rabbins, des talmudistes, d'une érudition, qui savaient tout ça par cœur. Et on allait les feuilleter. Ça fait partie du langage des camps. C'était des livres vivants. On leur posait des questions rituelles, liturgiques, tout ce que vous voulez, et ils répondaient. Ils savaient par cœur comment... Eux ont été feuilletés. Et un grand professeur, ils sont infiniment rares, l'élève les feuillette. Il les ouvre s'il sait lire.
Bon, jusqu'à maintenant, ça va. Et puis vient un jeu de mots qui n'a jamais eu de précédent dans la langue allemande et qui, oui, je le dis naïvement, pourquoi pas dire les choses tout bêtement, qui frise du miracle. Du betest, écoutez, du betest uns frei. Il change une lettre. Betest veut dire ta prière. Ta prière nous rend notre liberté. Et il invente un mot avec 2 T, betest, tu me prends dans ton lit. Prière et amour dans le lit. Bet, c'est le lit en allemand. Alors il a créé ce verbe, beten, calqué sur le verbe beten, prier. Et toi, la femme aimée, seule la femme aimée peut faire ça pour un homme. Seule la femme aimée, ta prière, ton lit, nous rendent tous les deux libres, nous rendent notre liberté. Et parfaitement imparaphrasable, intraduisible, on l'apprend par cœur, ça devient une prière en soi. Jamais on n'oserait dire ça à une femme parce que c'est l'âme qui l'a dit, ça lui appartient. Mais on commence à comprendre. Et que dans un grand acte d'amour commence la liberté au sens le plus profond. Et c'est pas longtemps. Ce poème a paru dans un volume posthume, parce que c'est son dernier voyage d'importance. Et ce n'est pas très longtemps avant sa mort. Et la dame vit encore. Je l'ai rencontrée récemment. C'est une dame d'une discrétion merveilleuse. Et naïvement, je me pose la question, comment est-ce qu'on vit le matin en se regardant dans le miroir, en sachant qu'on a été l'objet de ce poème de Paul Celan? Et ça doit être une question très bête. Elle a 3 beaux enfants. Elle a un mari, il paraît qu'elle aime beaucoup. Elle vit une vie normale. Ça ne peut pas être très facile. Ça ne peut pas être très... Beatrice est morte très jeune, très très jeune. Elle n'a jamais connu ce qui allait lui arriver. Mais cette dame-là, elle sait. Elle sait. Mais elle n'en parle jamais. Et elle refuse de recevoir ceux qui veulent des informations biographiques. Elle est d'une discrétion totale. George Steiner, quand vous lisez un texte en allemand, est-ce que vous avez conscience de le lire dans la langue du bourreau, comme Paul Celan avait conscience d'écrire dans la langue du bourreau? Non, dans la langue de maman et papa, non. Ma mère parlait 4 ou 5 langues admirablement. Commençait une phrase dans une langue, la finissait dans l'autre. C'est comme ça que j'ai appris toutes mes langues. Dès le début, j'avais une chance folle. Non, j'entends, si vous voulez, la voix de mes parents. Et non. J'ai cru à un certain moment que la langue allemande a toujours perdu. C'est ce qu'a cru aussi Adorno à un certain moment. C'est faux. Elle a produit Celan, a produit aujourd'hui un très grand poète, Horst Grünbein, de très grands écrivains. Elle est blessée. Il est possible qu'elle ne se remette pas totalement. L'Allemagne de l'Est a produit une langue à elle, vous le savez, avec des grammaires, des dictionnaires à elle, et ça marche mal. Mais quand vous dites qu'elle est blessée, est-ce que vous voulez dire que la langue allemande, y compris poétique, littéraire, contemporaine, est encore contaminée par la LTI de Kempler? On parle de l'emploi qu'on en a fait. Il y a des mots qu'on peut mal répéter. Mais écoutez, il y a des millions de jeunes Allemands qui n'ont rien à faire avec ce passé. Et l'histoire de la démocratie allemande, depuis Adenauer jusqu'à la crise actuelle, est exemplaire en Europe. C'est un pays plus démocrate que les autres, ce qui s'est très bien tenu. Après, c'est inconcevable. Après 1945, l'Allemagne a été plein de problèmes qui ne les a pas, mais aussi de décence humaine. Et elle affronte le passé. Elle affronte. J'enseigne beaucoup en Allemagne, je parle dans les écoles aux jeunes, ils veulent savoir. Ça, c'est vrai, ils veulent savoir. Et
Au contraire, il y a maintenant un danger d'un masochisme terrible. Le mémorial, le monument à la Shoah à Berlin, faites attention, c'est une chose très dangereuse. Nous verrons. Nous verrons. Je passe à... On va poursuivre avec, alors justement avec Ezra Pound, auquel on pensait tout à l'heure. Autre problème, Pound a été celui qui a créé Eliot, il a repris le Wasteland, il a coupé de 2/3, il a refondu. C'est le Il Miglior Fabbro de Eliot, le plus grand artiste. Pound édite, prépare, rend la publication d'Ulysse de Joyce possible. Pound donne au jeune Hemingway de quoi bouffer. Pound, c'est le père du modernisme. C'est celui qui a été d'une générosité inouïe. Et Pound est le fasciste moussolinien qui va finir, vous le savez, dans un asile de fous pendant 13 ans, c'est pas drôle, à Washington, pour qu'on puisse le sauver, parce que s'il avait été trouvé comme post mentis, on l'aurait pendu pour trahison. Il a parlé à la radio pendant la guerre en Italie contre les puissances alliées. Pound était un homme d'une beauté quand le vieux Pound, avec son grand chapeau et son écharpe, se promenait sur le Lido à Venise, tout le monde s'arrêtait de respect. On se taisait pour laisser passer Pound. Je n'ai jamais vu ça chez quelqu'un d'autre. Pound est venu à une de mes conférences, un honneur inouï à la Fondation Cini. Le soir, il y avait une réception au palais Vendramin, le palais de Wagner. On ne s'en sort pas. Et je vois Pound seul, assis à une table. Et j'ose m'approcher, il fait comme ça. Non, alors je commence à reculer. Et il me tend une carte qui reste pour moi une de mes plus grandes possessions, un des trésors de ma vie, écrit à la main. Cher Monsieur Stenner, j'ai dit tellement de bêtises pendant ma vie. Laissez-moi me taire. Magnifique. C'était dans la cage, une cage ouverte à la pluie, au vent, à la neige. J'étais déjà vieux et souffrant, qu'on a mis Pound par terre les 2 premières semaines sans couverture. Il couchait sur du béton avec des gardiens, la mitraillette au poing, ciel ouvert, en vue des tours de Pise, où on l'avait arrêté. Et là, il écrit des vers qui sont totalement inégalables sur ce que veut dire l'art, ce que veut dire la pitié humaine et la souffrance de l'homme. Je cite qu'une partie, c'est trop long. Il faut quand même préciser que c'est extrait des cantos, donc des cantos pisans. Dans les cantos pisans. Pisans. Dans les cantos pisans. What thou lovest well shall not be reft from thee. What thou lovest well is thy true heritage. Whose world, or mine, or theirs, or is it of none? Puis je saute. Pull down thy vanity. Descends ta vanité. I say pull down. Master thyself, then others shall thee bear. Pull down thy vanity. Thou art a beaten dog beneath the hail, a swollen magpie in a fitful sun, half black, half white, not knowest wing from tail. Pull down thy vanity. How mean thy hates, fostered in falsity. Pull down thy vanity. Wrath to destroy, niggard in charity. Pull down thy vanity. I say pull down, but to have done instead of not doing, this is not vanity. To have with decency knocked that a blunt should open, to have gathered from the air a live tradition, or from a fine old eye the unconquered flame, this is not vanity. Here error is all in the not done, all in the diffidence that faltered. Et ce qui ne va pas dans aucune traduction sauf en allemand, qui a l'allemand de Luther dans ses nerfs, l'allemand, c'est le langage biblique, là. La cadence, c'est la grande traduction King James de la Bible anglaise. La cadence, la musique, l'impératif du pull-down, des mots comme wrath, la rage, niggard, l'avarice,
sont des mots des évangiles et les mots de l'Ancien Testament. Mais prenons que ce soit en prose, ça ne fait rien, on comprend. Ce que tu aimes bien demeure, le reste est déchet. Ce que tu aimes bien ne te sera pas arraché. Ce que tu aimes bien est ton véritable héritage. Et je saute. Rabaisse ta vanité. Rabaisse, c'est du français très poli. Pull down, c'est physique, musculaire. Rabaisse ta vanité, ce n'est pas l'homme fait courage ou fait ordre ou fait grâce. Rabaisse ta vanité, je dis rabaisse-la. Maîtrise-toi, alors les autres te supporteront. Rabaisse ta vanité, tu es un chien battu sous la grêle. Une pie gonflée dans un soleil changeant, moitié noire, moitié blanche. Et tu ne reconnais pas l'aile de la queue. Rabaisse ta vanité. Que mesquines sont tes haines, nourries dans l'erreur. Rabaisse ta vanité, prompte à détruire, sordide dans la charité. Rabaisse ta vanité, je dis rabaisse-la. Il y a un nom propre, c'est celui d'un poète, William Blunt, qu'il a beaucoup aimé, et dans la maison duquel en Irlande le jeune Pound avait trouvé refuge. Mais d'avoir fait au lieu de ne pas faire, ce n'est pas là de la vanité. D'avoir par décence frappé à la porte pour qu'un Blunt ouvre, d'avoir fait naître de l'air une tradition vivante, ou d'un vieil œil malin la flamme insoumise, ce n'est pas là de la vanité. Ici, bas tout l'erreur et de n'avoir rien accompli. Tout est l'erreur et dans le doute d'avoir tremblé. J'essaye de me répéter ces vers un peu tous les matins. Tout l'erreur est de n'avoir rien accompli. Tout l'erreur est dans le doute d'avoir tremblé. Et Pound a traversé le siècle. C'était le navigateur, c'était l'Ulysse de notre siècle. Il a tout vécu, tout traversé, le bien et le mal, la saloperie et la grâce. De nouveau, mais là ce n'est pas le même problème, parce que jamais il n'y a eu d'horreur physique chez Pound. Pound était probablement, seuls les très grands artistes ont une certaine bêtise, je m'exprime mal, mais une certaine innocence transcendante. Le matin, au micro, Ezra Pound disait aux troupes américaines, désertez, désertez, votre chef ne s'appelle pas Roosevelt, mais Rosenfeld, c'est très bien. Goebbels le croyait aussi d'ailleurs, c'est curieux. Et l'après-midi, prenait des risques énormes pour cacher des juifs et des clandestins. Et on lui a demandé après la guerre, mais il ne voyait pas la contradiction. George Steiner, après la guerre, ces cantos pisans datent d'après la guerre, puisqu'ils ont été écrits dans l'internement. Et il écrit ça en 44, 45, donc au moment où on l'arrête. Et dans ces cantos pisans, quelques pages avant ou après l'extrait que vous avez cité, il parle de la période mussolinienne comme de 20 ans de rêve, et il appelle les Alliés les barbares. Oui, c'est le même homme. Mais ça va rester aussi longtemps que la langue anglaise reste, et ça va rester autant qu'il y a de la poésie dans le monde. Et un monsieur, tu es un chien battu sous la grêle, dans les cages ouvertes, c'est lui. Une pie gonflée dans un soleil changeant. Et à la fin, c'est une chose très curieuse. Les grands gardiens qui étaient des Noirs énormes, des MP, des polices militaires, oui, comme à Guantanamo, nous savons tout ça, étaient totalement fascinés par cet homme, totalement séduits par... Ils devinaient quelque chose de très grand. Ils lui ont demandé de lire les fragments avant qu'il parte pour la prison de Washington. Il a lu à ses gardiens ce passage. Et c'est homérique, si vous voulez. Il ne faut pas tout comprendre. Est-ce que vous auriez dit d'Ezra Pound qu'il était, pour reprendre un mot que vous utilisez dans votre livre, Geschichtmüde, fatigué de l'histoire? Il était...
vous dites à un moment, vous employez un mot en allemand, Geschichtsmüde. Oui, oui. C'est un mot... Enfin, intraduisible, mais oui, vous c'est traduisez un mot par fatigué de composé, l'histoire. ça veut dire malade d'histoire. Il y avait eu trop d'histoire dans sa vie. Il avait vécu trop depuis Londres avant la Première Guerre mondiale. Il avait compris tout du modernisme. À Paris, il a été le génie animateur de la littérature et de l'art moderne. La vie avait été trop pleine. C'est mal m'exprimer que peut-être on peut être fatigué du poids de l'histoire. Notre Europe, qui maintenant se dépérit, elle a eu 2000 ans d'histoire. Il y a à peine une rue en France où il n'y a pas une plaque à quelqu'un. Ça m'a frappé récemment, une visite à une ville, je n'aime pas beaucoup, Mâcon. Il y a une rue où il y a M. Lamartine, plaque, grande plaque. Il y a à côté un compositeur local, j'oublie son nom. En face, il y a la plaque pour 40 FFI fusillés dans le mur en face. Toute la rue, et on suffoque de temps. On ne peut plus respirer. Il y a trop. C'est chargé? Trop chargé. Le genius loci, le génie du lieu, est trop riche. L'Amérique a la chance énorme d'un grand vide de temps, sauf dans le Sud et encore. Elle a encore tout à vivre. C'est à la fois un privilège et un danger, mais c'est aussi un privilège. L'escalateur du temps en Amérique va comme ça. Je crois que chez nous, il va comme ça. On va terminer avec votre ami Salvatore Quasimodo. Hein? C'était un poète, Quasimodo, qu'on appelait techniquement hermétique, dont le mouvement malarméen en Italie. Très grand traducteur des poètes grecs et de Shakespeare, le meilleur dans la littérature italienne. Mais conservateur, ésotérique, malarméen. Et quand la nouvelle est venue de son Nobel, il y a eu un éclat de rage. D'abord parce que M. Montale, tout le monde disait, mais c'est beaucoup plus grand, et il l'aura quelques années plus tard, mais plus tard. Et parce que M. Moravia a eu le courage de dire, pourquoi pas moi? Effectivement, bonne question. Quasimodo est un très grand poète, mais très discret, très réservé. Et tout d'un coup, il se trouve au milieu de l'enfer, en 43-44. Et n'oubliez pas que la guerre civile italienne était d'une cruauté indescriptible. Pas besoin d'évoquer la milice, on l'a fait avec René Char. Mais en Italie, la guerre civile a déchiré ce pays, massacre après massacre, entre-tueries, des trotskistes, des titoïstes, des marxistes purs, des communistes réformistes qui se sont aussi entretués dans les montagnes des Abruzes. Et il se trouve à Bergame. J'espère qu'il y a nombre de vous qui connaissent cette ville qui est magique, qui incarne presque l'Europe. Et on y parle une langue qui est une langue, qui n'est pas un dialecte. Il y a un dictionnaire et une grammaire. Et ça donne à Verlaine son plus beau mot, bergamasque. Ça vient de là. Ça vient de là, masques et bergamasques, parmi les jets d'eau, chez Verlaine. Et il y a un rocher, la ville est, comme assez souvent en Italie, sur deux niveaux. La Alta Rocca, la haute ville ancienne, avec le plus ancien palais communal d'Italie, remonte au XIe siècle, une sorte de pré-parlement, et une ville moderne, c'est-à-dire 18e, 19e et puis 20e, au pied du rocher. Il se trouve seul la nuit en haut de la Alta Rocca a Bergame. Hai udito il grido del gallo nell'aria di là dalle murate, oltre le torri, gelide d'una luce che ignoravi grido fulmineo di vita, e stormire di voci dentro le celle, e il richiamo d'uccello della ronda avanti l'alba. Quand Dieu, ils ont de la chance, les Italiens.
e non hai detto parole per te. Eri nel cerchio ormai di breve raggio e tacquerò l'antilope e l'airone, persi in un soffio di fumo maligno, talismani d'un mondo appena nato. E passava la luna di febbraio, aperta sulla terra, ma a te forma nella memoria accesa al tuo silenzio, anche tu, fra i cipressi della rocca, ora vai senza rumore, e qui l'ira si quieto al verbe dei Giovanni morti, et la pietà lontana est quasi joya. Je voulais terminer sur ce mot joya, pour des raisons évidentes, parce que je me sens coupable d'un peu trop de noir ce soir. Tu as entendu le cri du coq dans l'air, par-dessus les murs, au-delà des donjons, couverts d'un jour glacial, pour toi inconnu. Cri fulgurant de vie. Et tu as écouté un bruissement de voix dans les cellules, l'appel d'oiseaux de la ronde avant l'aube, avant l'alma. Tu n'as point proféré de parole pour toi, tu étais désormais dans un cercle exigu, et l'antilope et le héron se turent, perdus dans un souffle de fumée maligne, talisman d'un monde à peine éveillé. Et la lune de février, la luna di febbraio, passait ouverte sur la terre, mais elle n'était qu'une image allumée dans ta mémoire à son propre silence. Et toi aussi, longeant les cyprès des remparts, tu pars maintenant sans bruit. En ce lieu, la colère s'apaise dans le ver des jeunes morts, et la pitié lointaine est presque de la joie. Très difficile à rendre, sauf pour une oreille italienne que je n'ai pas bien sûr, la justesse de cette phrase bizarre, la verdeur, le vert des jeunes morts. Ils sont verts, ça on peut dire presque aussi en français, parce qu'ils sont jeunes. La verdure de la jeunesse. Mais le vert des jeunes morts est un oxymore, si vous voulez, une métaphore renversée. Et cette pitié lointaine, elle est presque de la joie. Parce que ce poème, qui est bien sûr d'une immense tristesse, au moment où la guerre était au pire moment, les cris dans les cellules, les donjons dans les tours, déjà, Quasimodo nous dit, on sent, tu as entendu le cri du coq dans l'air, on sent la pré-alba, on peut dire en italien, l'avant-aube. Et une chose magnifique dans cette Italie incomparable, quand la lumière de la nuit commence à changer, et la lumière, il y a de la lumière dans la nuit italienne, comme dans aucun autre pays, et elle commence à se lever. Ce n'est pas l'aube encore, ça ne l'était pas en 1943, mais, ce n'était plus minuit non plus. Je pense à René Char, n'est pas minuit qui veut, n'est pas minuit qui veut. Alors il y a cette montée et la alta rocca, le haut rocher, en soi-même, alta est un mot magnifique qui recouvre bien des péchés, parce que quand Venise est sous l'eau, vous le savez, c'est l'acqua alta qui vient sur le San Marco, l'eau qui serait. Alta, c'est aussi un sens très, il y a beaucoup de Dante, comme toujours dans ce poème, et il y a un Dante que je voudrais évoquer. Tu pars maintenant sans bruit. C'est l'ombre de Brunetto Latini, l'ami de Dante, qui dans l'enfer part sans bruit après la grande rencontre. Et Eliot le reprendra dans les quatuors, les quartets, quand Eliot observe l'incendie de Londres sous le Blitz et voit comme un fantôme qui, sans faire du bruit, à l'aube, s'en va dans la fumée. Alors, Quasimodo a traduit Eliot, Eliot a traduit Dante. C'est magnifique. Les poètes, c'est une très grande famille. Et si cette famille nous invite, il faut frapper à leur porte. C'est mon credo. Mais je vous remercie beaucoup.
Merci Jean Steiner. Merci.